Le mari du chef. Il faut retrouver Pauline, coûte que coûte. Elle n'est pas encore rentrée de l'école. Le père tient absolument à lui parler. Pourvu qu'il tienne le coup jusqu'à son retour. Le père Bétaux était un vieillard vigoureux. Il n'en avait pas moins fait son temps et se trouvait aux portes de la mort. Son existence, bien remplie, avait été fertile en joie et en succès. Les peines l'avaient peu touché. Il avait eu 5 femmes, mais ne s'était réellement attaché à aucune. Chacune lui avait pourtant donné une équipe d'enfants, garçons et filles, dont les âges variaient entre 5 et 40 ans. Le père Bétaux menait rondement tout ce monde à grands coups de gueule, comme s'il s'agissait d'un bataillon de soldats ou d'esclaves. Une seule créature avait eu grâce devant ses yeux. C'était sa fille Pauline qu'il avait eue de son avant-dernière femme, celle qui avait fait figure de préférée pendant plus de 4 ans. Cet amour passager s'était très tôt reporté sur l'enfant. Une petite fille aux grands yeux intelligents et au large front bombé, qui avait perçu dès qu'elle fut à même de s'en rendre compte cette faveur dont elle jouissait auprès du vieil homme. À l'encontre des autres enfants qui avaient vécu presque à la dérive de leur père, Pauline avait été littéralement couvée par le redoutable chef de famille, lequel s'inquiétait personnellement de ses goûts, de sa santé, de son emploi du temps. Il était allé l'inscrire dans les écoles les plus renommées de la ville et suivait pas à pas ses progrès. Rien d'étonnant à ce que Pauline fût considérée comme le bâton de vieillesse du père. Partout où elle se présentait, était crainte et respectée de tous, même de sa propre mère. Elle faisait déjà figure d'héritière spirituelle du chef de famille, bien qu'elle n'eût encore franchi que depuis 3 mois, le cap de ses 16 ans. Consciente de son pouvoir, de sa valeur et de ses devoirs futurs, la jeune fille avait insensiblement adopté une attitude rigide et distante qui s'accommodait d'ailleurs très bien à la sévérité naturelle de ses traits, à la taille élancée et à l'harmonieuse fermeté de son corps qui n'était déjà plus celui d'une adolescente mais d'une femme faite. Sa vive intelligence et ses succès scolaires renforçaient encore davantage cette emprise que son apparence extérieure exerçait sur son entourage. Pauline était prête à remplacer le père, le vieux tyran qui ne pouvait rater sa sortie et rendre l'âme avant d'avoir désigné son successeur, lui confiant les secrets et les attributs de sa charge, tint bon jusqu'au retour de Pauline, retenue par son professeur de dactylographie. Lorsqu'elle rentra à la maison, le père était toujours vivant, bien qu'il fût entré en agonie depuis plusieurs heures. La présence physique de Pauline l'arracha de son coma, dans lequel il s'était progressivement enlisé. Son œil brilla soudainement, ses lèvres se serrèrent et il fit un effort pour se redresser sur sa couche au drap froissé. Il retrouva presque son ton autoritaire d'antan pour chasser la foule de ses proches qui s'étaient postés autour du lit, exigeant de s'entretenir en paix avec sa fille. Que se dirent-ils? De quelle mission précise chargea-t-il Pauline? Quelles furent les promesses qu'il tira de cette jeune fille, encore peu consciente des réalités de la vie? Autant de questions qui devaient rester sans réponse à l'issue de cet ultime tête-à-tête entre le père et la fille. Avant de rendre le dernier souffle, le moribond eut encore la force de faire appeler son frère à son chevet. Il lui annonça que Pauline le remplacerait désormais en tout, tant pour la gestion des biens que pour trancher les palabres qui ne pouvaient manquer de surgir dans une famille de cette importance. Le vieux bougre avait d'ailleurs tout combiné sur le plan juridique depuis de longs mois. Pauline aurait la haute main sur toutes les propriétés. Seule sa signature serait reconnue pour puiser dans les fonds que son père avait accumulés à la banque à l'insu des siens. Les autorités coutumières et administratives de l'endroit avaient d'ailleurs ratifié la décision du vieux chef, dont elles ne pouvaient manquer de respecter les volontés. Comme d'autre part, son héritière faisait preuve d'une maturité d'esprit et d'une fermeté de caractère exceptionnelle chez une fille de cet âge, chacun sentait qu'il faudrait bientôt compter avec elle. C'est ainsi que cette toute jeune fille devint le chef de famille en titre, originaire à la fois de l'Équateur, région du nord de la RDC, et du Kasaï,
région du centre de la RDC, et qui s'était fixée dans le nord-est du pays depuis fort longtemps, sans perdre toutefois contact avec leurs clans respectifs et leurs lois propres. Du jour au lendemain, Pauline exerça ses pouvoirs sur tous, aussi bien sur ses frères, ses sœurs et leur progéniture que sur les épouses de son père, y compris sa propre mère. Elle aurait pourtant pu, ainsi que l'y autorise la coutume, libérer les 5 épouses de son père en se faisant restituer la dot par les familles respectives. Elle préféra les garder dans son clan avec les enfants, les considérant comme un investissement rentable, source de richesse future. Voilà comment cette fille de 17 ans se trouva pourvue de 5 femmes légitimes, lui devant, comme à leur défunt époux, respect, obéissance et fidélité. Va-t-il réellement l'épouser? Dis plutôt que c'est elle qui va le prendre pour époux. Le pauvre, il n'aura pas souvent voix au chapitre. L'heureux homme, au contraire, il n'aura qu'à se laisser vivre. C'est la femme qui héritera de tous les soucis. Lui se fera entretenir. Le mariage de Pauline avait été arrangé bien avant la mort de son père. Le vieux malin avait trouvé en le fils de ses amis, l'oiseau rare, qui s'accommoderait le mieux en caractère entier de sa fille. Le garçon, au moment où le chef Béto l'avait connu, était âgé d'une 12aine d'années. Réservé, timide et peu communicatif, il était de santé médiocre et ne semblait pas animé d'une intelligence étincelante. L'époux idéal pour une femme de tête. Les parents du garçon avaient versé une dot raisonnable et le père de Pauline avait aussitôt entouré son futur gendre d'un réseau serré de précautions et de dispositions restrictives de telle manière qu'il se trouvait d'avance, étranglé et impuissant entre les mains de sa jeune femme. C'est la fiancée elle-même qui choisit le moment qu'elle jugea le plus opportun pour faire célébrer ses noces. Elle se trouva dès lors pourvue d'un esclave de plus, lui obéissant au doigt et à l'œil, par la seule vertu de son prestige personnel. C'est tout au moins ce qu'elle s'était imaginé. Bien que de nature effacée ne le poussât point à manifester un quelconque besoin d'indépendance ou à exprimer ses volontés avec résolution, le jeune mari n'en était pas moins un homme. Comme tous les Noirs normalement constitués, il ressentait certains besoins physiques qui, sans toucher à l'obsession permanente, se faisaient impérieuses à certains moments de la journée et de la nuit principalement. Par malheur, Pauline était plutôt froide, disposition fâcheuse et exceptionnelle chez une fille de sa race, chez qui le sang bout dans la marmite, où l'on n'a pas encore plongé la louche. Mais ainsi que le faisait remarquer ce vieil oncle qui comprenait tant de choses sans avoir été initié à la psychologie, Pauline était plus portée pour les choses de la tête que pour celles du ventre. Effectivement, on pouvait s'imaginer que les pensées du père, en prenant possession de son esprit, avaient fortement atténué les appels de sa féminité. Pourtant, quand Joseph impatient, c'est ainsi que se présentait le malchanceux époux de cette Amazone, fit comprendre à Pauline ce que ses appétits exigeaient d'elle. La jeune femme se plia aux nécessités de la nature avec un air résigné et renfrogné. Après que le sacrifice eut été consommé, Pauline réfléchit longuement, interrogea adroitement les unes et les autres et fit part à son mari de sa décision. Il aurait à se soumettre désormais à un calendrier réglementant leur rapport. Ce ne serait qu'aux époques jugées les plus propices à la conception que Joseph serait autorisé à faire valoir ses prérogatives de mâle. « Vous comprenez, mon cher ?» lui déclara-t-elle avec humeur, « que j'ai d'autres problèmes en tête que de vous servir d'agréable passe-temps. J'ai besoin de mes nuits pour réparer les fatigues de la journée. Et puis, pour parler franc, ces prouesses ne m'intéressent que très peu. » Joseph, tout timide qu'il fût, essaya bien de faire prévaloir son point de vue, rappelant à sa belliqueuse moitié que la femme est appelée de par sa nature à procréer, et Pauline répliqua sèchement: « Faites-moi confiance, mon ami, je vous donnerai des enfants, tout en regrettant de ne pouvoir les fabriquer seul. Je vous ferai signe quand le moment sera le plus favorable. » Le mari, ainsi frustré de son plaisir journalier, osa protester une nouvelle fois, affirmant que si la procréation était l'objectif du mariage,
On ne pouvait négliger les moyens de l'atteindre, d'autant plus que l'opération constituait un excellent délassement, faisant partie intégrante de la vie en commun. Il avoua que pour sa part, il ne ressentait pas la nécessité de se priver de ce plaisir, seul moment où un homme de sa condition put pleinement exprimer sa virilité. Pauline coupa court à ces jérémiades, se reconnaissant peu d'aptitude à faire la marionnette entre les bras d'un homme. « Vous avez épousé une femme de chef, mon cher, et non pas une de ces bêtes de lit qui passent plus de temps les jambes en l'air que le dos courbé sur leurs responsabilités. Si vous tenez absolument à vous divertir en compagnie de femmes, il en existe des milliers qui ne servent qu'à cela. Vous pouvez aller vous distraire si ça vous chante, je ne vous en empêcherai pas. Quant à moi, vous ne m'approcherez qu'aux jours favorables à la fécondation. » Est-ce bien clair? Le pauvre Joseph aurait été bien en peine de protester plus longtemps, c'eût été gaspiller son temps et sa salive. Comme d'autre part sa femme lui donnait toute liberté de dépenser ailleurs, il pouvait en profiter largement. Le chef prétend que c'est très grave. On aurait dû réunir le conseil de famille depuis longtemps. De nos jours, on voit énormément de choses bizarres. Dites plutôt qu'il s'agit d'un scandale sans précédent. Le conseil du clan avait été réuni à l'initiative des plus anciens qui avaient estimé, vu l'urgence et la gravité de la situation, pouvoir faire pression sur Pauline, indifférente au problème, et obtenir son autorisation de principe. Il y avait foule dans l'arrière-cour de la maison, servant habituellement de dépôt de boissons et de chargement des marchandises. Le clan était devenu en effet, sous l'impulsion avisée du jeune chef de famille, une puissante maison de commerce, vendant en gros et en détail les produits alimentaires les plus recherchés de la place. Ils en tiraient de confortables revenus et un regain de prospérité qui ne faisait que croître. Ce jour-là pourtant, la réunion avait un tout autre motif que des intérêts mercantiles. La barrière avait été soigneusement refermée après l'arrivée des derniers membres de la communauté. Affaire strictement familiale, hors de portée des oreilles étrangères à ces problèmes. Les vieux du clan trônaient à une table surélevée, dressée sur la terrasse extérieure. Parmi eux, siégeait aussi Pauline, hautaine et ennuyée. Le reste de la famille était éparpillé sur le gazon ou sur le ciment, adossé au mur de la clôture ou des annexes, assis sur des fûts ou sur des caisses, hommes et femmes attendaient placidement l'ouverture des débats. Les serviteurs circulaient d'un groupe à l'autre, versant généreusement le vin, la bière ou l'alcool. « Taisez-vous » cria soudainement l'oncle le plus âgé. Et le silence s'établit rapidement parmi les multiples îlots de parents qui s'étaient constitués suivant des affinités particulières et subtiles. L'oncle avait pris d'autorité la direction des opérations, voyant la répugnance de Pauline à se souiller au contact de ses misères. Il fit avancer 2 femmes au milieu de l'espace dégagé, aménagé au centre de la cour, juste devant la table des notables. Tout le monde avait remarqué que Pauline était enceinte d'approximativement 5 ou 6 mois. Pour les 2 femmes qui se tenaient debout, tête baissée, sous le feu de plusieurs douzaines de paires d'yeux ironiques et dégoûtés sur leurs ventres arrondis, les signes de grossesse étaient encore plus évidents. L'une de ces femmes était encore toute jeune, venant à peine de sortir des incertitudes de l'adolescence. C'était une des nièces de Pauline. L'autre, un peu plus âgée, quoique encore bien appétissante, était la dernière femme du vieux chef défunt. À ce titre, elle était considérée comme l'une des mères de Pauline. Quoi de plus naturel, me diriez-vous, que de faire la preuve de sa fécondité quand on est femme? Pourtant, on est incapable de désigner l'auteur de cette prouesse. N'ayant pas de mari officiellement connu, cette performance est moins aisée à justifier. De plus, la nièce était encore étudiante et on ne lui avait pas encore désigné de fiancée. La seconde étant veuve et restée sous la coupe de Pauline n'avait pas de meilleure raison de se montrer dans cet état. Les vieux avaient décidé de réunir la famille afin d'interroger les 2 femmes en leur présence et d'apprendre de qui elles étaient redevables de leur embarrassante grossesse. Mais malgré les menaces, les supplications qui pleuvaient de partout, les 2 complices gardaient un farouche silence, préférant être abreuvés d'injures, de malédictions, voire de coups, plutôt que de passer par la voie des aveux.
Lorsqu'on parla de la gendarmerie et de la prison, elles ne réagirent pas davantage. Alors Pauline intervint, faisant mention aux féticheurs qui arriveraient bien à leur délier la langue. Les malheureuses ne résistèrent pas à cette redoutable menace. Elles craquèrent et avouèrent presque simultanément dans un souffle « C'est Joseph, le coupable ». L'infortuné époux de Pauline caché sous ses apparences modestes, sa taille médiocre et son absence de caractère avait une formidable fringale sexuelle, exacerbée par les refus de son épouse. Peu comblé par Pauline, mais encouragé par elle à se soulager là où il se verrait bien accueilli, il s'était tourné tout naturellement vers les femmes disponibles de la maison. Il n'avait là que l'embarras du choix, bien que suivant la loi clanique, cette approche fût interdite. Mais quand on brûle et qu'on vient se poster à proximité d'un fruit qui ne demande qu'à être cueilli, quand on lui apporte un peu de chaleur, il n'est pas difficile de bousculer les interdits et de prendre des libertés avec la coutume ancestrale. 3 des mères de Pauline étaient encore en état de recevoir des hommages masculins dont elles étaient sevrées depuis trop de mois. Une demi-douzaine de sœurs cadettes ressentaient depuis longtemps les démangeaisons d'une féminité triomphante qui ne cherchait que l'occasion de s'exprimer. Les nièces et les cousines, enfin, étaient innombrables, et, bien que d'un âge plus tendre, tremblaient du désir secret de se voir initiées au mystère de la vie. Quel magnifique terrain de manœuvre pour un Joseph assoiffé d'amour. Ah, il ne fut pas long à se consoler de la frigidité de son épouse. Une fois qu'il eut convaincu la première à franchir le pas, toutes les autres lui dégringolèrent dans les bras en s'évanouissant de volupté trop longtemps contenue. Joseph avait l'impression d'être le super-coq d'un poulailler aux ressources infinies. N'eût été son tempérament généreux, il n'aurait pas suffi à la tâche et serait mort d'épuisement. Mais Joseph était de ceux qui sont habités sous une enveloppe peu engageante d'une énergie surhumaine. Il vient à bout de toutes les obligations qu'il avait contractées, satisfaisant toutes celles qui avaient cédé une fois déjà à ses tendres sollicitations. Il mena ce combat à si bonne fin que 2 d'entre ses amis, sans compter sa propre épouse, étaient en bonne position de le rendre père. Il faut le traîner devant le tribunal. Jamais le clan ne se relèvera de cette humiliation. Si on trouvait le moyen de régler cela entre nous sans que rien n'en transpire à l'extérieur. Oui, mais comment s'y prendre? Pauline et les anciens passèrent la nuit à discuter, argumenter et échafauder les projets les moins raisonnables. Le principal responsable de cette déshonorante situation ne fut même pas entendu. À quoi bon? Qu'aurait-il pu avancer comme explication pour tenter de justifier sa conduite éhontée? Il resta prudemment camouflé dans un coin de la maison, priant les ancêtres que la sentence du conseil fût légère à ses chétives épaules. C'est hier qu'on a enterré Joseph. Jamais on n'avait vu pareille affluence à l'église et au cimetière. Pauline, sa veuve, un pagne sombre serré à hauteur des aisselles, avait les traits tirés et le teint grisâtre sous la couche de poussière dont ses proches l'avaient couverte, en signe de deuil. Mais en dehors de ces marques extérieures d'affliction, réelles ou simulées, le chef de famille gardait une contenance singulièrement ferme et détachée. Par contre, toutes celles qui l'entouraient, tantes, sœurs, nièces, cousines et mères, manifestaient bruyamment leur chagrin sans avoir à forcer pour être naturel avec une telle fougue, une telle spontanéité que c'en était indécent. Ce déchirant désespoir était d'autant plus embarrassant que la plupart de ces femmes exhibaient des ventres déformés, témoignage accablant de la sollicitude dont elles avaient été entourées par le défunt. En effet, peu après le jugement des anciens, d'autres cas avaient été détectés parmi la communauté féminine du clan. Heureusement que les sages avaient arrêté des mesures qui, si elles ne pouvaient raccommoder l'irréparable, n'allaient pas tarder à mettre un terme définitif aux exploits du talentueux avorton. Une semaine plus tard, Joseph fut pris de malaise. Il alla se faire examiner par un médecin qui le trouva en parfaite santé. Il se fit traiter par divers féticheurs qui lui prirent beaucoup d'argent mais ne lui rendirent pas sa vitalité. Il traîna encore pendant 2 mois environ, s'affaiblissant de jour en jour.
Un beau matin, il mourut sans savoir pourquoi et sans que personne ne s'inquiétât des raisons de ce décès providentiel. Tout le monde est persuadé qu'avec la disparition de son époux, Pauline va pouvoir mieux s'affirmer au sein du clan. Jeune mariée, elle ne faisait pas le poids, malgré l'investiture reçue de son père et la reconnaissance de son autorité par les anciens. Veuve et bientôt mère, son prestige sera considérablement renforcé et ses décisions tomberont sans appel. Chez toutes celles qui avaient profité des bontés de Joseph, sa perte représentait une catastrophe intime et définitive. Pour les jeunes encore, l'épisode Joseph aura été l'annonce de lendemains prometteurs. Mais pour les moins jeunes que guette la vieillesse, quel déchirement! Leur trop brève aventure restera à l'état de regret et de souvenir avant de basculer dans l'oubli. Une tante, au teint frais, et dont la silhouette était encore digne d'intérêt, résuma ainsi le sentiment général. Joseph était un bien brave homme, pas prétentieux et peu encombrant. Il possédait la qualité rare de pouvoir se mettre spontanément au service de celles qui désespéraient d'être encore remarquées. Mon Dieu, il va bien nous manquer.